Bonjour à toutes, bonjour à tous, et ravi de vous voir ici dans cette salle aussi tard dans la journée. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez beaucoup parlé ou pas. Moi, j'en peux plus. J'ai super mal à la gorge. Donc, si ça part un peu en vrille, hésite, enfin, c'est normal. Avant de commencer, on va faire un petit sondage. Qui dans la salle est data scientist, data engineer, ML engineer? OK. Qui dans la salle est plus côté métier, plus ah, ouf, il y en a quand même quelques-uns. On ne s'est pas trop loupé sur la description. Et qui dans la salle est juste là parce que c'était à côté de sa dernière session où il n'avait pas envie de sortir? Ah, non, mais c'est très bien. Je préfère l'honnêteté. J'essaie juste de ne pas vous endormir alors. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous soyez technique, que vous soyez métier, cette session, elle va vous s'adresser à vous. Il n'y a pas de, il y a pas de mauvais choix. Aujourd'hui, avec mon collègue Madi, on va vous parler de comment démocratiser l'IAML dans vos entreprises, dans vos organisations, et comment faire en sorte que vos équipes métiers prennent la main sur ces sujets-là et accompagnent les évolutions et la révolution qui est liée à ces technologies. Je m'appelle Sébastien Nérieux et je suis Solution Architect chez AWS. Je suis basé à Lyon, où j'accompagne plutôt des clients du manufacturing. Et donc, je suis accompagné par Madi, comme je vous l'ai dit, qui est Solution Architect également, auprès de nos partenaires. Aujourd'hui, on va donc regarder ensemble, dans un premier temps, quels sont les challenges de cette démocratisation de l'IAML en entreprise. Et il y en a quelques-uns. Je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais on va revenir dessus. Deuxième pan, on va faire une introduction à SageMaker Canvas, Amazon SageMaker Canvas, qui est la solution qu'on vous propose pour adresser ces challenges de la démocratisation. Ensuite, on va regarder ensemble comment, tout au long du cycle de vie d'un projet d'IAML, SageMaker Canvas va vous permettre d'être autonome pour délivrer la valeur que vous attendez. Et enfin, on regardera ensemble comment vous pouvez aller plus loin pour vous former davantage, pour en apprendre plus. Pour commencer, je vais commencer par vous raconter une histoire. J'espère que ce n'est pas une berceuse, normalement, donc tout devrait bien se passer. C'est l'histoire du cycle d'adoption de l'IAML en entreprise. Cette adoption de l'IAML en entreprise, ça commence par quoi? Ça commence par, vous avez développé une application basée sur l'IAML, une bonne application basée sur l'IAML. La première. Vu que vous avez une bonne application basée sur l'IAML, vous allez générer de la valeur à partir de cette application. C'est quand même ce que vous cherchez, et ce que vous cherchez avec l'utilisation de l'IAML. Puisque vous avez généré de la valeur, vous allez avoir plus d'utilisateurs et plus de cas d'usage qui vont arriver. Et comme vous allez avoir plus d'utilisateurs et plus de cas d'usage, vous allez générer plus de données. Et comme vous allez générer plus de données, vous allez faire de meilleures applications d'IAML. Est-ce que quelqu'un y croit? Est-ce que ça se passe comme ça chez vous? Oui, non? À peu près? Oui? Dans la vraie vie, ce qu'on constate quand on travaille auprès de nos clients, c'est qu'on a un goulot d'étranglement ici. Pour générer de meilleures applications d'IAML, il va y avoir des prérequis. Ce qu'on constate plus généralement, c'est plutôt ça. Vous allez avoir une idée, voilà. Vous allez définir un use case. Vos équipes métiers vont définir un use case, elles ont un besoin, elles ont identifié qu'il y avait un endroit où on pouvait générer de la valeur à partir de l'IAML. Ça va être de la prédiction des ventes, de la prédiction du taux d'attrition, de la maintenance prédictive, peu importe. Mais il y en aura toute une liste. Généralement, il y a plein d'idées quand on fait du brainstorming à ce niveau-là. Ensuite, la première chose qui va se passer, c'est qu'il n'est pas possible de tout adresser à la fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va prioriser. Vous allez prioriser. Cette priorisation, une fois qu'un des use cases a été adressé, vous allez passer la main aux équipes techniques, à des équipes d'ingénieurs données, des data scientists, des data engineers pour faire l'intégration des données. Eux vont travailler sur la préparation de toutes ces données, de ce set. Donc aller chercher les bonnes données aux bons endroits dans l'organisation, voire à l'extérieur. Et puis après, les rendre corrects pour que vous puissiez générer cette valeur avec du machine learning par la suite. Une fois que cette partie-là a été faite, on va entraîner le modèle et voir le fine-tuner.
faire des itérations. Là, ça va être encore vos data scientists ou dans certaines organisations, des ingénieurs AIML qui vont faire cette partie-là. Et une fois que vous aurez entraîné votre modèle, va venir la phase finale, qui est le déploiement et la supervision. Parce qu'un modèle déployé, il va vivre sur la qualité des données. On vous souvenez davantage de données, donc on va réapprendre et tout le temps réapprendre. Ça va être fait par des ingénieurs en IAML. Donc ça, c'est plus la réalité. La réalité, elle est surtout que cette partie-là, c'est entre plusieurs semaines et plusieurs mois qui vont s'écouler entre la première phase, le use case parmi les use cases que vous aviez identifiés, et le retour auprès des équipes métiers pour pouvoir vraiment générer de la valeur. Pourquoi tout ça? Pourquoi on a ces challenges? Les défis de cette démocratisation sont que, en tant que tel, avec le cycle de vie que je viens de vous présenter, qui, à mon sens, après, on pourra en parler à la fin de la session si vous pensez que ce n'est pas la réalité, font qu'on est extrêmement dépendant de ressources qui sont rares. Les experts en IAML, que ce soit les data engineers, que ce soit les data scientists, que ce soit les ML engineers, ce sont des ressources rares. En tout cas, elles sont beaucoup plus rares que les idées qu'on peut avoir. La deuxième partie, c'est que ce sont des sujets et des projets qui vont nécessiter de grandes compétences. Excusez-moi, mon collègue a une notification et du coup, je ne peux plus cliquer. C'est bon? Qui vont nécessiter des compétences techniques avancées. Le Python, les mathématiques, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et enfin, c'est les outils qui sont mis à disposition, que vous pouvez utiliser nativement, les notebooks Jupyter, tout ça, ce n'est pas des outils qui facilitent la collaboration. C'est des outils d'experts. Donc, collaborer avec les experts techniques, ce n'est pas forcément simple. Chez AWS, on s'est donné pour objectif de mettre l'AIML dans la main de tous les utilisateurs, et notamment des utilisateurs métiers. Pourquoi? Parce que ce sont les utilisateurs métiers qui ont les meilleures idées. Non, pas de réaction. Bon, okay. En tout cas, ce sont les utilisateurs métiers qui comprennent l'avantage, quelles sont les données sur lesquelles ils vont travailler. Vous demandez de faire de la maintenance prédictive, c'est compliqué, même en étant data scientist, de savoir à partir d'une base de données temporelle quel va être l'impact des différentes caractéristiques que vous allez rentrer. Un utilisateur métier, quelqu'un qui travaille sur la maintenance, lui va le savoir. Pour ça, on vous propose donc d'utiliser Amazon SageMaker Canvas. Amazon SageMaker Canvas, qu'est-ce qu'il va permettre? Ça va permettre de rendre les équipes métiers autonomes, mais pas que. Ça va également permettre de décharger et d'augmenter la productivité des équipes de data science. Parce que les équipes métiers vont faire une partie du boulot, et du coup, elles pourront se concentrer sur là où elles ont vraiment de la valeur, sur l'expertise qui va être nécessaire. Et tout ça, de faire collaborer ces deux mondes au mieux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Amazon SageMaker Canvas? C'est un outil pour faire de l'IAML, un outil de développement, mais développement au sens large. Pourquoi? Parce que si ça sera fait sans une ligne de code. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux équipes métiers, aux équipes de data science. Les deux vont pouvoir l'utiliser et vont collaborer à travers l'outil. Ça va servir à quel niveau du cycle de vie? À tous les niveaux. De l'exploration et de la préparation des données, en passant par l'entraînement, pour générer vos productions, commencer à voir si ça fonctionne, et le déploiement. Ça va vous permettre d'adresser quel type de cas d'usage? Des cas d'usage dans l'intégralité de ce qu'on peut imaginer. IA générative, vision par ordinateur, traitement du langage, des données tabulaires, des données en série temporelle. Et comment ça fait ça? Comment on arrive à faire ça? On y arrive avec l'outil en lui-même qui va se baser sur l'intégralité des services d'IAML de la plateforme AWS. Que ce soit des services managés, comme des services comme SageMaker qui sont un peu moins managés, qui permettent d'avoir plus de contrôle. Revenons un petit peu sur les domaines d'usage en question.
et regardons plus précisément ce qu'on peut faire. Et ce ne sont que des exemples. Vous allez pouvoir, en IA générative, faire de la traduction de documents, interroger vos documents, charger un document, donc faire ce que vous avez peut-être entendu, je ne sais pas si vous avez suivi, mais du RAG, normalement on en a beaucoup parlé dans la journée. Donc voilà, vous allez pouvoir faire du RAG. Sur les données tabulaires, on va pouvoir faire de la prédiction de l'attrition client. On va pouvoir faire de la qualité préventive avec de la vision par ordinateur, de l'extraction d'entités, voir si on parle de vous dans des articles de journaux avec du traitement du langage. Ou bien, j'en parlais tout à l'heure, la maintenance prédictive, la planification des shifts dans vos entrepôts, dans votre usine, avec des séries temporelles. À présent, repartons du début. Repartons du début du cycle de vie d'un projet d'AIML, et donc repartons de la première phase, qui est la phase de préparation et d'exploration des données. Cette phase-là, en soi, elle pose déjà quelques challenges particuliers. Le premier challenge que va poser la préparation des données, c'est que la boîte à outils, et on en parlait, la boîte à outils, elle est complète. On parle du Python, mais on ne parle pas que du Python, il y en a plein, et elle est complexe. Vous allez devoir travailler dans différents outils. Vous allez devoir demander, pour le coup, peut-être des allers-retours, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas en tant que data scientist. Donc, c'est une boîte à outils complexe. Le processus est un processus qui est relativement itératif. Alors, s'il y a des data scientists dans la salle, quand je vais dire qu'on fait quand même beaucoup de fois la même chose, on peut aussi y perdre un peu son latin dans l'histoire. Je fais une opération, mais alors celle-ci n'était pas bonne, je reviens en arrière, j'en fais une autre, et ainsi de suite. Et à la fin, on ne sait plus ce qu'on a fait pour préparer les données parce qu'on n'a pas un suivi assez précis. Troisième challenge qu'on va rencontrer, c'est le passage à l'échelle. On parle de machine learning, d'apprentissage à partir de vos données. On ne va pas parler à partir d'un fichier Excel de 3 lignes. Ça va être des milliers de lignes pour pouvoir détecter des tendances et pour pouvoir faire des choses. Donc, il va falloir à un moment traiter ces milliers de lignes pour les préparer, pour pouvoir faire l'apprentissage. Donc, le passage à l'échelle peut être complexe également. Et enfin, d'industrialisation. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a préparé, qu'on a trouvé on a fait une préparation des données qui est tip-top, à chaque fois qu'on va intégrer une nouvelle donnée pour l'utiliser, il va falloir repasser par toutes ces phases de préparation pour que l'algorithme comprenne ce qu'on est en train de lui demander. Et le dernier challenge de cette phase de préparation, et pas des moindres, c'est que cette phase de préparation, c'est entre 60 et 80% d'un projet d'IAML. C'est une phase essentielle. Sans celle-ci, il n'y a rien de concret qui en ressort. Donc, pour préparer vos données avec SageMaker Canvas, première chose que vous allez faire, c'est pouvoir importer vos données. Et pour ça, SageMaker Canvas va vous permettre d'importer et d'agréger vos données depuis plus de 50 sources. Des sources AWS, mais pas que. Des sources qui viennent aussi de l'extérieur. Une fois que vous avez importé ces données, l'outil va vous proposer une analyse de ces données pour vous dire un peu comment elles sont réparties, quels sont les types de données, est-ce qu'il y a des trous, est-ce qu'il y a des données qui se répètent, est-ce qu'il pense qu'il y a des données, quelle est la qualité de ces données. Donc ça, c'est automatiquement, c'est généré par des algorithmes de ML également qui vont vous donner ces informations. Ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps quand on le fait à la main. Okay. Et vous allez pouvoir enfin préparer votre chaîne visualiser votre chaîne de préparation de données et utiliser des briques préparées, plus de 300 qu'on vous va mettre à disposition, mais également des briques custom si vous avez, qui peuvent venir de vos équipes de data scientists ou de data engineers qui vous les auront fournies parce que vous avez quelques spécificités sur un champ spécial qu'il faut retourner, inverser et mettre en base 64, je ne sais pas trop quoi, mais voilà, c'est la possibilité aussi de faire du custom là-dessus. Donc, maintenant qu'on a vu les grandes lignes, je vous propose que Madi vous fasse une petite démo, parce que ça vaut toujours mieux qu'un long discours, sur toute cette phase de préparation de données. Parfait. Merci Sébastien. Je sais que c'est la fin de la journée, du coup, juste pour vous aider à vous concentrer par rapport au reste de la présentation. Donc, à chaque fois, mon collègue Sébastien va parler de fonctionnalités par rapport à une brique spécifique du cycle de vie. Et je vais essayer de faire une petite démonstration pour illustrer ça rapidement. Donc, le cas d'usage que nous vous proposons, c'est un cas d'usage dans la finance et les assurances. Et ça va être une base de données type données démographiques personnelles
à partir de laquelle nous allons extraire plusieurs analyses, notamment est-ce que la personne est éligible pour un prêt ou pas, et les montants des prêts, entre autres analyses possibles. Donc passons tout de suite à... Ah ouais, j'ai oublié de vous dire ça. Ouais, il va vous le montrer, c'est mieux. Je vais le montrer directement. Donc passons à la démonstration tout de suite. Première étape, c'est déjà d'importer les données. Donc soit on a des données qui ont déjà été connectées, soit on les importe depuis le début. Donc comme l'a mentionné mon collègue Sébastien, vous avez accès à plus d'une cinquantaine de connecteurs. L'idée n'est pas de vous faire du name dropping ici, mais vous aurez la possibilité, j'espère, de prendre le soin de les vérifier une par une pour voir ce qui s'adapte à votre cas d'usage. Donc là, je vais prendre la source de données que je vous ai mentionnée, qui est une source de données type prêt, données démographiques. Donc tout de suite, une fois je l'importe, j'ai la possibilité de faire des visualisations vraiment rapides. Là, ce que je fais, puisque j'avais une grande base de données, j'ai proposé d'avoir on va dire, divisé en deux pour vous montrer comment on va pouvoir faire une jointure après. Donc là, une fois j'ai les deux bouts de ma source de données, je vais commencer à apporter des couches de préparation à ces données-là. Donc, première partie que je propose ici, c'est de faire une transformation, des transformations que vous a mentionné mon collègue Sébastien. Donc là, je vais pouvoir faire une jointure, on va dire, interne sur la base de l'identifiant, donc ID. Tout de suite, j'ai la visualisation pour voir si ça correspond vraiment à mes attentes, parce que je peux me tromper, on se trompe tout le temps dans les types de jointures. Et une fois c'est fait, je peux l'ajouter à mon flux de données. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est une fois j'ai amené une première couche de transformation, donc là c'est juste un exemple, je peux générer ce qu'on appelle des rapports de qualité de données. Donc là, déjà, j'ai la visualisation de mes données. Je peux choisir quelle est la colonne cible. Donc là, ça va être certainement le statut du prêt. Je dis, est-ce que c'est une régression, est-ce que c'est une classification? J'ai la possibilité de choisir soit un échantillon, soit la totalité du dataset, un échantillon pour aller plus rapidement. Donc une fois que je fais ça, vous voyez que j'ai tout de suite cette métrique que j'aime bien, qui est un score de qualité, qui tout de suite me permet de dire si ma donnée elle est de bonne qualité ou pas. Donc c'est un score. Ensuite, j'ai pas mal d'éléments résumés, donc le nombre de caractéristiques que j'ai, le nombre de lignes, combien de valeurs, le pourcentage de valeurs manquantes, qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et j'ai également la ventilation par catégorie de variables que j'ai, numériques, catégoriques, et ainsi de suite. Donc voilà la métrique que je vous ai mentionnée. Et si on part plus bas, on a plus d'éléments de détail. Donc on a tout ce qui est anomalie. Nous avons des propositions pour les caractéristiques, donc features de sortie. Nous avons des matrices qui nous permettent de visualiser mieux. Donc voilà par rapport à cette première partie. Hop là. Ça avance là. Ah, il est capricieux. OK. Ensuite, une fois on a fait ça, je souhaite vous parler de cette option qui s'appelle Chat for Data Prep. Donc, on a annoncé au niveau fin Q4 de l'année dernière, donc pour ce début d'année-là, qui vous permet d'amener des transformations en utilisant le langage humain, donc juste en conversant avec l'interface. Donc là, vous voyez que je peux commencer à poser des questions sur la qualité de mes données et j'ai une réponse que je peux approuver ou pas. Donc là, c'est une question, on va dire, générique. Là, je propose une autre question, ou plutôt une instruction. Je donne une instruction pour amener une transformation. Et tout de suite, j'ai mon code COBOL. Non, je plaisante, c'est un code PySpark. Sans vouloir offenser le code COBOL, avec tout le respect. Voilà, donc c'est du PySpark. Et vous voyez que tout de suite, j'ai le code que je peux prendre manuellement et utiliser ou l'ajouter directement au flux de données. Donc ça, c'est une première transformation. Je vous propose une autre transformation qui est de supprimer des colonnes spécifiques, très certainement parce qu'elles ne sont pas utiles ou redondantes. Et donc là, idem, de la même manière, j'ai le code que je peux utiliser et j'ai également la possibilité d'ajouter ça dans mon flux de données que je vous ai montré.
Ensuite, ce qui pourrait être intéressant également, c'est d'amener d'autres éléments de visualisation. Donc, au lieu d'aller importer des librairies comme Pandas et ainsi de suite, chercher la bonne manière de faire pour avoir un graphe qui est simple, donc une finalité qui est simple. Je propose ici, je demande plutôt à l'intelligence de me faire un diagramme, on va dire de corrélation, un diagramme sous forme de nuage, donc scatterplot, en corrélant deux variables et en colorant avec une troisième variable, donc qui est le statut du prêt. Et donc tout de suite, j'ai mon scatterplot au lieu d'aller chercher, débugger pour avoir la bonne manière de faire. J'ai le code. Je peux télécharger l'image parce que je souhaite l'intégrer dans une présentation, par exemple, ou dans un document officiel. Et je peux également ajouter ça à mon flux de données d'analyse parce que j'ai envie de faire ça à chaque fois. Donc, mon collègue Sébastien vous a parlé d'industrialisation et d'automatisation. Donc, l'idée, c'est ne pas à chaque fois de lancer le code, mais le code va se lancer derrière automatiquement pour nous à chaque fois qu'on le souhaitera de manière automatique. Donc voilà par rapport à cette première partie. Ensuite, mon collègue Sébastien vous a mentionné quelque chose comme plus que 300 transformations. Donc là, j'ai montré une manière de le faire, donc via le texte, mais on peut tout à fait trouver ces transformations-là directement dans on va dire dans le portefeuille qui compte plus de 300 transformations. Donc là, il y a des transformations qui sont simples, comme supprimer des valeurs manquantes ou carrément des colonnes là où il y a des problèmes, et ça peut être des transformations beaucoup plus complexes. Et on voit tout de suite qu'on peut le faire. Donc là, j'ai choisi des colonnes spécifiques, et je peux également, via le bouton qui est en haut, Add Step, donc l'ajouter à mon flux de données, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, j'ai mon rapport de qualité, j'ai ma jointure, j'ai ma transformation que j'ai ajoutée manuellement. Tout à l'heure, quand j'ai conversé avec le texte, je ne l'ai pas ajouté manuellement, j'aurais pu, mais c'est juste pour vous démontrer. Je pense qu'on va passer au deuxième set de fonctionnalités. Alors. Oui, parfait. Donc, un autre élément que je souhaite partager avec vous, c'est les analyses. Donc là, j'ai demandé à faire un graphe d'analyse, mais je peux tout à fait prendre des analyses qui sont déjà construites sur étagère, built-in. Donc là, je propose une analyse de leakage. C'est une analyse pour voir de fuite, pour voir si on utilise des variables qui ne vont pas être disponibles pour faire les inférences. Donc ça pose problème en général, et ce type d'analyse est vraiment très important, surtout pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la data science. Donc c'est important d'ajouter ces analyses en amont pour ce type de profil. Donc là, je propose mon analyse, et on voit que tout de suite, on a un graphe qui explique avec des éléments d'explication. Une fois nous avons fait ça, on peut passer à une autre étape sur le premier pilier, qui est l'export et la planification des flux de données. Donc une fois nous sommes contents avec notre flux de données qui, selon nous, va se répéter et va scaler, on peut tout à fait l'exporter. Donc là, on propose de l'exporter sous S3, on le voit tout de suite. On a pas mal d'éléments pour le personnaliser, des éléments de sécurité et ainsi de suite. Donc là, je demande de générer un artefact et le stocker sur S3. J'ai la possibilité de choisir le type d'instance en fonction. J'ai des recommandations tout de suite, mais je peux également, en fonction de mes besoins, décider que j'ai envie d'une instance plus petite ou plus grande. En général, la recommandation elle est plus ou moins pertinente, mais vous avez la possibilité de changer le type d'instance, le nombre d'instances, et également d'autres éléments si vous avez les connaissances, on va dire des connaissances plus profondes pour personnaliser. Sinon, les éléments par défaut fonctionnent également. Et du coup, je redonne la parole à mon collègue pour vous parler de la partie entraînement et évaluation. Ah, tu veux parler ici? Merci Madi. Donc maintenant que on a adressé notre sujet de la préparation des données et de l'exploration, on va passer à la deuxième phase. Donc on a un dataset propre sur lequel on est serein. On va passer à la phase d'entraînement et d'évaluation des différents modèles qu'on va pouvoir utiliser. Cet entraînement, on va pouvoir le faire soit sur votre propre modèle,
sur une base de problématiques qui existe. Donc, je veux faire du prédictif, je veux faire de l'analyse d'image, je veux faire de l'analyse de texte. Où vous le voyez en dernière partie, je veux travailler sur spécialiser un modèle de fondation. Donc, voilà, c'est aussi parmi les choses qu'on peut faire. Mais du coup, je vais choisir une des problématiques qui correspond à 95% des cas, des cas courants. Et après, vous allez pouvoir lancer votre analyse propre à votre cas d'usage. Une fois que l'analyse et l'entraînement aura été fait, vous allez pouvoir analyser les performances du modèle, enfin du ou des modèles pour le coup. Pourquoi? Parce que derrière SageMaker Canvas, la fonctionnalité qui se lance, c'est ce qu'on appelle SageMaker Autopilot. Donc ça fait ce qu'on appelle des expérimentations. Vous allez lancer un entraînement, mais en fait, ça va le lancer sur un set de paramètres avec des hyperparamètres différents, avec des enchaînements de modèles un peu différents, ce qui va vous permettre de tester plein de choses à la fois pour pouvoir voir par la suite comment ça se comporte. Et donc, ces alternatives, elles vont faire l'objet d'un classement qui va vous permettre de choisir. Et ça va être selon vos besoins spécifiques. Par défaut, ça va vous choisir le meilleur en termes de précision, mais ce n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin que ça aille vite quand vous interrogez, et donc que le temps d'inférence, le temps d'interrogation soit rapide. Et dans ce cas-là, vous allez peut-être privilégier, parmi la liste, un temps d'inférence, un modèle qui aura une latence plus courte, et une précision qui est proche de ce que vous aviez avec le meilleur des use cases. Donc là, vous avez la possibilité, vous avez la main pour choisir cette partie-là en fonction de votre use case que vous connaissez. Et je vais repasser la main à Madi pour qu'il nous explique toute la partie entraînement. Parfait. Essayons d'illustrer cette partie-là. Donc, entraînement de votre propre modèle. Il vous suffit de partir d'un export de données pour créer le modèle. Donc, vous voyez que c'est quasi instantané. Une fois que vous faites ça, donc vous allez pouvoir créer votre modèle. Vous avez le choix entre analyse prédictive, analyse d'image ou analyse du texte. Donc là, je vais créer un prédicteur pour faire des inférences sur le montant et la possibilité du prêt. Donc là, je précise la colonne, on va dire, cible, en sachant que Canvas automatiquement me la propose, me fait des propositions. Je peux également changer les métriques d'évaluation. Je peux partir dans le détail des algorithmes à prendre en compte. J'ai également la possibilité de voir la ventilation. Est-ce que je reste sur du Pareto 20-80% ou est-ce que je veux changer? Bon, on peut toujours, les métriques sont faites de telle sorte à ce qu'elles soient déjà optimisées, mais encore une fois, si vous voulez changer, vous avez la possibilité. Ensuite, vous avez deux propositions, donc soit Quick Build, soit Standard Build. Donc Quick Build pour vraiment tester et voir rapidement quel est le résultat, et Standard Build pour couvrir plus de possibilités et aller plus dans le détail, en général dans des environnements de production. Et du coup, un moment après, bon, je ne vais pas vous laisser attendre du coup. Là, une fois c'est fait, en général, le benchmark, c'est 3/4 d'heure. Ça peut être plus ou moins en fonction de ce que vous avez. Et là, on passe à la partie analyse et évaluation. Donc, vous avez un onglet Overview qui vous permet d'avoir quelques éléments de base. Ensuite, des éléments de score. Donc là, c'est une matrice de confusion sous forme de graphe. Vous avez également des métriques avancées. Donc là, c'est une matrice de confusion. Et comme vous l'a mentionné mon collègue Sébastien, là j'ai le résultat par rapport à plusieurs combinaisons. Donc j'ai weighted ensemble. Donc ce sont des combinaisons pondérées de plusieurs modèles avec plusieurs couches. Et j'ai un modèle de base que je peux prendre qui est proposé, mais on peut également le changer parce qu'on souhaite partir sur plus de précision ou plus de latence ou que sais-je, une autre manière de faire. Je peux laisser un feedback. Feedback is a gift. Et une fois on le fait, on peut passer à L'étape d'après. l'étape d'après. Donc là, on vient de voir comment on peut utiliser vos propres modèles que vous avez construits sur la base de l'outil. Mais ce que va permettre SageMaker Canvas, c'est également de vous mettre des modèles prêts à l'emploi. Et si vous regardez, en fait, derrière ces modèles prêts à l'emploi, on retrouve tous les services d'AIML. Donc, c'est des couches d'abstraction qu'on va mettre sur les services d'AIML d'AWS. Donc, on retrouve Recognition pour la détection d'objets dans une image. On va avoir des choses basées sur Textract et Comprehend pour faire des extractions d'entités. Voilà. Donc, vous allez avoir tout un tas d'objets qui vont vous permettre de faire du traitement intelligent, de modèles prêts à l'emploi, qui vont faire du traitement intelligent de documents,
du NLP, du traitement du langage naturel, de la vision par ordinateur, et également des modèles de fondation qui sont mis à disposition depuis Canvas. Donc là, c'est une image qui a été prise en fin de semaine dernière. Je ne sais même plus si elle est encore à jour, parce que les modèles de fondation arrivent au fur et à mesure dans Canvas. Donc ça, c'est des modèles de fondation qui vont être basés d'un côté sur Bedrock, donc l'accès aux modèles de fondation par API, ou qui vont être déployés automatiquement via SageMaker à Endpoint SageMaker. Concrètement, dans SageMaker Canvas, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'IA générative et qu'est-ce que ça va vous apporter d'utiliser SageMaker Canvas pour faire de l'IA générative? Première chose, ça va vous apporter une simplicité. Vous l'avez vu, j'arrive dessus, je choisis avec quel modèle je veux converser, je fais mon opération, je clique et c'est fini, je peux discuter. Et on verra après on peut même aller plus loin que ça. Donc cette simplicité. Deuxième partie, la sécurité et la confidentialité. C'est basé sur les mêmes règles que les règles d'utilisation d'Amazon Bedrock et que de SageMaker. Donc ça veut dire que les données restent dans votre environnement, ne sortent jamais et ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Le troisième avantage à utiliser SageMaker Canvas pour faire de l'IA générative, ça va être la capacité de choix. Je vous l'ai dit, je vous en ai montré quelques-uns. Il y a les grands noms, mais ça fait qu'évoluer. Donc voilà, on revient demain, on en reparle et il y en aura d'autres dessus. Que ce soit dans les modèles qui viennent de SageMaker, donc qui sont vraiment déployés, ou par des modèles qui viennent de Bedrock. Il va y avoir aussi des capacités de personnalisation. Je vous en ai parlé, on peut personnaliser un modèle. Donc vous allez utiliser des modèles qui sont des modèles qui ont été entraînés sur des datasets génériques, comme tous les modèles de fondation. Ils ont été entraînés sur des modèles qui viennent du corpus Internet. Mais très simplement et sans une ligne de code, encore une fois, vous allez pouvoir lui donner un dataset spécifique qui correspond à votre cas d'usage pour que le modèle se spécialise sur votre partie-là et utiliser ce modèle par la suite. Et enfin, la partie collaboration également. Une fois que vous êtes OK avec ce que vous avez fait, vous pouvez partager l'interface de façon simple avec les utilisateurs de votre organisation. Par exemple, qu'est-ce qu'on va aussi pouvoir faire dans SageMaker Canvas? On va pouvoir comparer. Parce qu'une des questions qu'on nous pose tout le temps, c'est OK, mais je choisis quel modèle? C'est bien gentil, il y en a de partout, ça sort tous les jours, mais lequel je choisis? Simplement, avec SageMaker Canvas, vous allez pouvoir poser une question et demander à 3 modèles de vous répondre en parallèle pour voir lequel correspond mieux aux éléments. Donc, vous en prenez 3 dans la liste et puis vous regardez celui qui correspond le mieux en termes de contenu. Ça, c'est une première chose. Mais on peut aller plus loin également, et très simplement avec SageMaker Canvas, parce que SageMaker Canvas s'intègre avec la base documentaire et le service de base documentaire Kendra pour que vous puissiez interroger vos documents. Vous les chargez tout simplement et puis vous pouvez interroger vos documents. Toujours pareil, pas une ligne de code derrière tout ça. Maintenant qu'on a vu quelles étaient les capacités pour faire de l'entraînement de modèles et de leur évaluation, que ce soit des modèles de machine learning, je vais appeler classiques, ou des modèles de machine learning en IA générative, on va regarder ensemble comment on utilise ces modèles, comment vous allez pouvoir en profiter une fois qu'ils ont été préparés. Donc, comment vous générez vos prédictions? Vos prédictions, vous allez pouvoir les générer de différentes façons. Pas assez. Vous allez pouvoir les générer déjà directement depuis l'interface de SageMaker Canvas. Vous venez de faire tout ce travail, vous êtes un utilisateur métier, vous venez de faire tout ce travail, et à un moment, vous voulez savoir si ça va correspondre à quelque chose. Donc, vous allez avoir une interface de saisie. Vous allez rentrer les caractéristiques que vous voulez prédire, et ça va vous donner une information sur est-ce que ma prédiction va être dans cette classe, dans cette classe. Alors là, c'est pour des prédictions de classification, mais pareil pour de la régression, si vous voulez avoir une valeur, et ainsi de suite. Ça va aussi vous donner quel est l'impact de chaque feature, de chaque caractéristique sur le résultat. Et ce que ça permet aussi de faire simplement, c'est de faire des scénarios de type alternatif, des et si. Et si je change le sexe de la personne qui demande le prêt, est-ce que ça change quelque chose? Et si, et si. Et vous allez pouvoir le faire simplement dans cette interface. Une fois que vous êtes convaincu que ça répond à votre besoin, on va pouvoir faire soit ces prédictions non plus via l'interface, parce que si vous demandez à quelqu'un, si là je vous dis, vous allez saisir à la main à chaque fois qu'il y a une prédiction, vous allez me dire, j'ai bien fait de venir, ça valait le coup. Mais on va pouvoir le faire en batch. Donc vous allez pouvoir automatiser et faire en sorte que les données que vous voulez prédire se déposent à un endroit et qu'automatiquement ça lance le batch de prédiction et ça vous donne des résultats. Ça, c'est une autre façon de faire. Troisième façon de faire, ça va être de déployer tout simplement un endpoint. Vous avez fait votre modèle et vous allez déployer un endpoint qui va être pouvoir utiliser par vous, mais par le reste de votre organisation. Donc en un clic, vous allez pouvoir faire cette opération et c'est ce que va vous montrer tout de suite Madi, excusez-moi.
Merci Sébastien. Du coup, revenons vers l'interface de démo pour générer les prédictions. Donc, comme l'a mentionné mon collègue, vous avez plusieurs manières de faire, donc automatique ou manuel. Donc là, je reviens vers ma dataset qui est une dataset de prêt. Et je choisis des éléments comme la fréquence. Une fois que je suis satisfait de ces éléments-là, je peux tout de suite voir les résultats de l'inférence. Fonctionnalité intéressante que j'aime bien, c'est pour des utilisateurs qui n'ont pas forcément accès à Canvas ou pour d'autres utilisateurs qui vont tout de suite consommer sur QuickSight, on peut envoyer directement les inférences vers QuickSight pour qu'ils soient consommés. Et donc, vous avez une première couche de statistiques, comme vous pouvez le voir ici, donc avec pas mal de graphiques pour vous aider à faire la lecture. Je pense que j'ai raté une partie ici. Non, non, c'est bon, c'est bon. OK. Donc, vous avez des prédictions qui sont correctes, qui vous correspondent. Maintenant, vous allez vouloir les déployer. Mais depuis tout à l'heure, je vous dis, le but, ça va être aussi de collaborer. C'est-à-dire que vous avez fait ça côté métier, mais potentiellement, vous voulez pouvoir industrialiser plus loin, qu'un data scientist regarde ce que vous avez fait pour pouvoir ajuster, pour pouvoir préciser certains éléments. SageMaker Canvas va vous permettre, vous, équipe métier, et vous, équipe Data Science, de collaborer à travers d'un même outil ou même à travers chacun votre outil. Donc, Canvas pour les utilisateurs métiers et envoyer le notebook qui a été généré vers SageMaker pour que la personne puisse carrément regarder le notebook qui a été généré, régénérer, ajuster les hyperparamètres, faire des changements de ce qui serait nécessaire. Et puis, il va y avoir la partie plus pour les autres utilisateurs métiers qui n'auraient pas besoin d'utiliser et ne voulaient pas faire une implication pour faire ça. C'est je déploie mes prédictions dans un outil de dashboarding, donc un outil qui va générer des tableaux de bord qui va être QuickSight. Là également, on va faire la dernière démo pour vous présenter comment faire cette collaboration. Donc, parfait. Passons à la dernière étape qui est l'étape de déploiement. Donc, on commence par choisir le type d'instance qu'on souhaite mettre en œuvre. Là, encore une fois, vous avez une instance recommandée, mais vous avez un large panel, un large choix d'instances que vous allez pouvoir prendre. Et il vous suffit ensuite de cliquer sur un bouton Deploy, donc déployer, pour que le déploiement se fasse. Je vais accélérer ici la vidéo rapidement pour passer à l'étape en service. Et tout de suite, j'ai accès au fameux donc point de terminaison pour pouvoir le consommer. Donc voilà l'URL du point de terminaison. Et une fonctionnalité que j'aime bien, c'est j'ai également accès au code comme je viens de le montrer. Je vais le remontrer ici. Donc j'ai la possibilité d'envoyer vers QuickSight comme je l'ai dit. Et j'ai également la possibilité de voir le code que j'ai utilisé avec les notebooks. Donc comme vous pouvez le voir avec la documentation qui vient avec, des fois on a envie de voir ce qui se passe derrière et du coup là il y a tout le code qui permet de générer tout ce qu'on a fait, on va dire directement. Donc, qui utilise QuickSight concrètement? Quels sont les clients? Donc ça, ce sont les clients dont on a le droit de vous parler. Il y en a d'autres, il y en a même d'autres qui ont témoigné aujourd'hui. On va retrouver des catégories de clients vraiment dans tous les domaines. Dans l'industrie, Invista, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui font des résines. Dans le consulting, dans l'automobile, dans l'électronique. En fait, toutes les personnes qui ont besoin et tous les clients qui ont besoin de passer l'AIML à l'échelle. Tous ces clients que vous voyez là, vont vraiment avoir cette problématique de ils ont plein de projets, plein d'idées, mais pas la capacité humaine de les traiter. Donc, ils vont séparer les projets. Une partie va être faite par les équipes métiers, et à la fin, les équipes de data science vont venir assister et améliorer ce qui aura été fait. Donc, en résumé, si on revient dessus, qu'est-ce que Amazon SageMaker Canvas? C'est un service qui va vous permettre aux utilisateurs métiers ou à tout le monde, pour le coup, vous avez vu, il n'y a pas une ligne de code, de préparer vos données, construire des modèles, générer des prédictions et les déployer.
Et encore une fois, le but, c'est vraiment de ne pas avoir eu à pondre une seule ligne de Python. Qu'on aime ou pas le Python, c'est quand même toujours sympa à penser. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, ce que je vous disais, c'est que je vais vous proposer deux options pour aller plus loin. Deux options différentes. La première partie, qui est sur le tableau noir, ça va être une option plus orientée pour les équipes métiers, pour comprendre tous les concepts qui sont liés à l'IAML. Donc c'est un cours qu'on vous propose, qu'on offre sur Coursera, qui va vous permettre de comprendre des choses peut-être que vous n'avez pas compris dans la discussion d'aujourd'hui, sur comment ça va fonctionner, qu'est-ce que c'est que le no-code, low-code dans SageMaker Canvas, les métriques et tout ça, qui vont vous permettre de mieux utiliser l'outil. Sur la partie de droite, en revanche, vous allez avoir un Immersion Day. Donc un Immersion Day, c'est une façon pour travailler hands-on, donc vraiment mettre les mains dedans pour faire différents cas d'usage et sur votre environnement AWS, tester plein de choses. On vous met à disposition les cas d'usage, on vous met à disposition toute la doc et vous pouvez tester, vous pouvez manipuler dessus. Donc c'est deux aspects, un aspect théorique et un aspect pratique, on va dire. Dernière petite chose, ça va être si vous voulez aller plus loin en dehors de Canvas, parce que la plateforme elle est beaucoup plus large que seulement Canvas. Vous avez la possibilité de bénéficier d'une offre de 7 jours sur AWS Skill Builder, qui est notre outil. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, pas essayé, mais il y a plein de services disponibles, plein de choses sur la IML, mais pas que. Et je vais laisser le mot de la fin à Madi. Je t'en prie. Merci Sébastien. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Je sais que ça n'a pas été simple d'être attentif toute la journée, en particulier avec nous 45 minutes. Vous avez patienté avec nous 45 minutes. Je vous demande 20 secondes, soit en scannant le QR code, soit via votre application. Si vous avez aimé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le dire pour motiver les troupes. Si vous avez des commentaires constructifs, n'hésitez pas à les partager également. Moi et mon collègue sommes à disposition pour discuter avec vous si vous avez des cas d'usage. On vous laisse nos contacts avec plaisir pour échanger. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui pendant le summit. Et puis, voilà. Merci à vous. Et, Merci. J'ai des stickers. il y a des stickers également, oui.